Jour J-29, avant que la démission des urgentistes du Char ne soit effective, ils dénoncent les conditions de travail inappropriées et les manques d'effectifs. Un plan d'urgence a été mis en place pour le mois de juin. Les habitants de la Levée contestent les titres de propriété qui menacent leurs occupations. Leur avocat a déposé aujourd'hui une inscription de faux à l'encontre de ces actes de propriété. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis le 10 juin 1848, l'esclavage a été aboli en Guyane. Les 12 500 esclaves du territoire sont devenus des femmes et des hommes libres. Des commémorations ont lieu en ce moment, toute la semaine, à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition que vous pouvez également suivre en direct sur Facebook. À la une ce soir, jour J-29, avant la démission des urgentistes du centre hospitalier André Rosemont. 2 des 17 agents ont d'ores et déjà quitté le service pour dénoncer les conditions de travail inappropriées et le manque d'effectifs. Un plan d'urgence a été mis en place par l'hôpital et l'Agence régionale de santé pour ce mois de juin afin de combler les trous de l'organigramme. Les détails au micro de Pierre Tréfou. En un mois, on juge que les discussions actuelles sont à un stade beaucoup trop léger, avec un simple saupoudrage pour le court terme, pour le mois de juin, pour le planning, pour seulement boucher les trous. Mais finalement, on attend beaucoup plus de l'administration, qu'elle s'engage pour des réelles mesures concrètes et pérennes pour la prise en charge des patients guyanais. Il faut que la direction ait conscience que nous sommes unis, nous sommes solidaires, et que s'il le faut, on ira au bout pour dénoncer réellement les conditions dégradées de prise en charge pour les patients aux urgences, et que nous, on est vraiment dans une situation de double contrainte entre ce qu'on aimerait faire pour les patients et l'absence de soutien et de projet qu'on ne voit pas avancer aux yeux de la direction. On aurait aimé être reçu beaucoup plus tôt, être considéré comme crédible et légitime beaucoup plus tôt. Malheureusement, on subit aussi les rendez-vous qu'on nous donne. On discute entre nous pour voir comment faire éventuellement monter la pression et que la population comprenne encore mieux notre mouvement et participe, pourquoi pas avec nous, à une vraie réflexion autour du projet de l'hôpital, du projet des urgences et d'un vrai projet de santé pour la Guyane. Nouvel épisode dans l'affaire des riverains de la Levée à Matoury. L'avocat des habitants a déposé une inscription de faux à l'encontre des actes de propriété dont se réclament les familles Volumini, Magne et consorts. Pour rappel, dans les années 70, une soixantaine de familles a été installée par la mairie de Matoury sur ces terrains de la Levée, menacées d'expulsion par ceux qui en réclament la propriété. Les riverains ne comptent pas se laisser faire aujourd'hui. Maître Pierre-André Gontran de Robert, avocat du collectif des habitants de la Levée, explique le contenu de ce recours au micro de Galwassim. Ça change tout parce que la justice, avec l'inscription de faux qui est en cours de dépôt aujourd'hui, tout le dossier et tous les magistrats vont être informés du hold-up foncier qui est en train d'être commis depuis plusieurs années. Et la justice, on en est convaincu, passera sur ce dossier, mais pas dans le même sens. Le sujet est tellement sensible et tellement considéré sérieux, à la fois par la préfecture et la commune de Matoury, que l'engagement a été pris par les services de l'État et notamment par monsieur le préfet d'arrêter toute expulsion tant que la lumière, à travers une enquête foncière et ou une enquête judiciaire sur le sujet, ne sera pas traitée. Donc il n'y aura plus d'expulsion dans ce dossier tant que le dossier de l'inscription de faux ne sera pas traité intégralement. Nous aimerions aller très vite, mais la justice est encombrée, ici comme ailleurs. Donc on espère que dans un délai de 6 mois, ce dossier soit définitivement derrière nous. Un mot de politique budgétaire à présent, limiter le dépassement du budget de fonctionnement de la mairie de Cayenne. C'est l'objet du plan Cahors signé ce matin entre l'État et la municipalité. Avec quelques 80 millions d'euros de dépenses de fonctionnement en 2017, ce plan vise à réduire tout dépassement grâce à des contraintes budgétaires fixées par l'État. Le reportage de Galwassim. Le gouvernement veille au grain. La ville de Cayenne et l'État ont signé un accord budgétaire visant à limiter les dépenses des collectivités ayant un budget de plus de 60 millions d'euros annuels. Aujourd'hui, à travers ce contrat qui intéresse 322 collectivités de France, donc les principales, il s'agit d'avoir une maîtrise à hauteur de 1,2% de l'évolution des dépenses de fonctionnement de façon annuelle sur 3 ans pour pouvoir atteindre au niveau national une meilleure gestion, une meilleure maîtrise de l'évolution du budget de l'État à hauteur de 3%. 322 collectivités concernées en France, seulement 2 collectivités en Guyane sont dans l'obligation d'entrer dans le cadre de ces accords. Il y a la mairie de Cayenne et il y a la CTG.
Les conditions, c'est de maintenir un niveau de fonctionnement inférieur ici à 1,35 et avec la CTG, nous sommes en train de négocier autour de 1,20 comme la loi nous l'impose. C'est un engagement, c'est donnant-donnant. Nous, on s'engage à maintenir le niveau de dotation et eux, ils s'engagent à maintenir un niveau de dépense. Et donc, vous voyez que... Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même un plafonnement des dépenses. C'est vrai, mais en même temps, c'est une garantie pour eux que tout ce qu'ils vont pouvoir prévoir dans leur investissement, dans le fonctionnement, sera garanti pendant 3 ans. Et donc, c'est plutôt très positif. Positif ou non, car contraignant pour ces collectivités qui doivent soutenir le poids de la démographie galopante et la croissance exponentielle que connaît la Guyane à tous les niveaux. Alors à travers ce contrat, donc dispositif Cahors, la ville de Cayenne sera tenue de respecter ce qu'elle vient de signer, c'est-à-dire une augmentation de son budget à hauteur de 1,35% par an. Ça veut dire qu'à compter du budget 2017, qui est donc la base de ce dispositif, la ville de Cayenne ne pourra pas aller au-delà de 1,35% d'augmentation sur l'année 2018-2019. Donc chaque année, c'est 1,35% maximum qui sera autorisé. Auquel cas, si elle ne respecte pas cette règle de 1,35%, il y aura une diminution sur ces recettes, notamment sur ces recettes issues de la fiscalité locale directe. S'appliquant également pour la collectivité territoriale de Guyane, cette dernière signera l'entrée dans ce plan Cahors vers la fin du mois de juin. Un mot d'emploi à présent, plus de 1500 entrées en formation supplémentaire pour l'année 2018. C'est le but que s'est fixé le PIC, le plan d'investissement dans les compétences, un plan national doté en Guyane d'une enveloppe d'un peu moins de 7 millions d'euros sur 5 ans qui vise à accroître les compétences des demandeurs d'emploi. Explication du préfet de Guyane au micro de Pierre Tréfou. Nous avons obtenu par le gouvernement un plan d'urgence pour la Guyane qui est fortement doté de plus d'1 milliard. Il y aura donc beaucoup de constructions, beaucoup d'emplois qui seront générés. S'il y a des emplois, il y a des gens à nourrir. Et donc il faut absolument que nous puissions accompagner le mouvement par des formations, par des compétences qui permettront aux uns et aux autres de trouver un emploi durable. C'est ça que notre ambition avec la CTG, former des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, former des jeunes qui sont au chômage de longue durée, former des jeunes qui ont la volonté de venir occuper ces postes qui vont se créer ou qui sont déjà libres. C'est 76 millions d'euros déjà dans un premier temps, avec quelques millions supplémentaires. C'est déjà 80 millions d'euros sur le quinquennat. C'est énorme et il faut absolument que nous puissions le gérer au mieux, de façon à ce que les compétences soient là, celles d'aujourd'hui et celles de demain. Il faut que nous puissions témoigner de l'accompagnement dans l'emploi de ces jeunes qui partiront entre guillemets de rien, et c'est pas péjoratif, que nous allons former, mais il faut aussi s'assurer qu'ils soient bien insérés. Et donc avec les entreprises, avec les partenaires sociaux, nous irons voir sur le terrain ce que sont devenus ceux que nous avons formés. Rendons-nous chez nos voisins guadeloupéens. 8 mois après le passage de l'ouragan Maria, des travaux ont-ils été entrepris dans les quartiers vulnérables du Gosier pour éviter de nouvelles catastrophes? Yvon Lemar et Patrick Curie ont mené l'enquête. Regardez. Plus de 6 mois après Maria, la vie a repris son cours au quartier Belle-Plaine. Des travaux pour éviter de nouvelles inondations avaient été annoncés par la mairie, mais pour Hélène, l'une des habitantes que nous avions rencontrées, aucun changement à l'horizon. Rien n'a changé, jusqu'à ce jour, rien n'a changé. J'ai entendu sur les zones que le maire doit faire des travaux, mais jusqu'à ce jour, rien. Et on craint encore parce que la période cyclonique arrive là à grands pas, on ne sait pas encore. Un peu plus loin, Stéphanie, une autre habitante, fait le même constat. Au niveau de Belle-Plaine, bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. On est toujours pareil, il n'y a pas eu de travaux, il n'y a rien eu de fait. Et on est à l'approche des cyclones. Peut-être il va y avoir peut-être des choses de fait après, mais pour l'instant, il n'y a eu rien qui a été fait. Malgré la nouvelle saison cyclonique qui arrive, Stéphanie reste sereine et se prépare comme elle peut. Maria, je n'étais pas préparée, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas préparée du tout. Et là, je commence à me préparer parce que je vais essayer de voir le fait que j'ai l'étage, essayer de voir, de mettre certaines choses en hauteur pour ne pas avoir ce problème encore. Mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein. Du côté d'Hélène, on est beaucoup plus inquiet. On se prépare toujours. On n'attend pas à la dernière minute pour faire les choses, non. On commence déjà à se préparer parce que j'ai entendu dire que ça va commencer très tôt cette année-ci. Tout le monde a peur, tout le quartier, quoi. Il y a des grandes personnes qui ont peur parce qu'ils disent que la période cyclonique arrive et on ne sait pas encore là où on est. Parce que rien n'a été fait. Nous avons contacté la mairie. Elle admet qu'aucun travaux n'a véritablement commencé. Le traitement administratif de ces dossiers est toujours en cours.
Un tour en Martinique à présent avec le projet de culture du café d'excellence qui avance à grands pas. 2 parcelles ont été retenues, une au Morne-Vert et la seconde à Balata. Les premières récoltes sont prévues en fin d'année. Le président du parc naturel et des représentants du Japon prévoient déjà d'acheter 30% de la production. Reportage d'Alizé Lutron et de Sandrine Claude. Ici, sur la parcelle la plus importante, à Balata, 2 hectares de plants de café ont été plantés. Au total, avec l'autre exploitation expérimentale du Morne-Vert, d'ici 2 ans, plus d'1 tonne de grains pur arabica sera commercialisée. 30% de la récolte s'envolera alors pour le Japon. Ces 2 experts en café veillent sur leur future récolte. Ce qui est important, c'est l'histoire de ce caféier, l'histoire de ce café. Et pour la France, pour la Martinique, il faut que cette tradition continue. Donc c'est difficile de dire comment on va vendre ce café. C'est d'abord se baser sur l'histoire des Clieux qui a amené ce café et le commercialiser d'abord avec cette étiquette. D'ici 2020, le parc naturel de Martinique espère voir fleurir 20 hectares de ce grand cru. Revendu 30 € le kilo aux Japonais, le partenariat est une aubaine pour le territoire. Ce sont des cultures de niche, à l'instar du cacao et à l'instar de la vanille que nous allons développer très certainement avec la commune du Gros Morne. Nous avons signé une convention entre le parc naturel et les producteurs. Le président Alfred Marie-Jeanne a souhaité que les agriculteurs puissent recevoir gratuitement les plants, à charge pour eux, et puis effectivement de respecter le protocole que le parc propose. En attendant de nouvelles expérimentations, le premier cru de ce café sera dégusté pour la première fois au JO de Tokyo en 2020. Et c'est Alfred Marie-Jeanne, le président de la collectivité, qui sera chargé de le faire découvrir au Nippon. Quand l'histoire se moque des frontières tracées par la géographie, des bonis venus du village de Grand Laou en Côte d'Ivoire vont rencontrer les bonis de Guyane. Ils arrivent sur le territoire ce mercredi. C'est dans le cadre des journées de la mémoire, du marronnage et des abolitions. La CTG et l'EPCC Les Trois Fleuves ont présenté leur programme sur ces journées qui débutent aujourd'hui et se poursuivent jusqu'au 11 juin. Yasmina Belloni, directrice de l'EPCC, était au micro de Gallo Assim. Nous vous proposons de rencontrer effectivement des bonis de Côte d'Ivoire qui arrivent du village de Grand Laou et qui vont partir à la rencontre des populations bushinangué du Maroni et de Guyane en général. Et nous commencerons par Papaïchton, qui est donc la capitale boni, pour poursuivre ensuite sur Maripasoula, Saint-Laurent, Kourou notamment, qui sont les lieux de Guyane où principalement cohabitent les bonis, les bushinangués d'origine boni de Guyane. Cette rencontre a pour but et vocation de créer un échange culturel entre ces 2 communautés culturelles, historiques, et c'est pourquoi nous vous proposons également de venir assister à la conférence que nous programmons vendredi soir dans l'auditorium de l'Ancre. C'est une conférence qui sera illustrée par des documentaires sur l'histoire des bonis de Guyane que Guyane la Première nous a donc cédé et qui permettra également à Serge Billet de présenter un dernier ouvrage qui vient d'ouvrir sur les bonis du Ghana et de Côte d'Ivoire. Eh bien, nous commémorons l'abolition de l'esclavage et c'est vrai que cette abolition de l'esclavage est marquée par l'histoire des bushinangués, des Noirs marrons de Guyane. C'était l'occasion donc d'aller un peu plus loin dans cette histoire et de proposer une rencontre avec la source et l'origine, le point de départ peut-être, la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, le point de départ de ces populations africaines et esclaves qui ont traversé l'Atlantique et sont arrivées sur nos côtes. Plus d'informations sur le programme sur le site internet de la CTG de l'EPCC Les Trois Fleuves. Le 10 juin 1848, l'esclavage a été aboli en Guyane. À partir de ce jour, les 12 500 esclaves du territoire sont devenus des femmes et des hommes libres. Ils ne travailleront plus gratuitement, ils ne seront plus soumis au code noir et à ses punitions. Une histoire qui a marqué des générations d'êtres humains jusqu'à nos jours. Une exposition a lieu en ce moment à la médiathèque de Matoury pour conserver cette mémoire et ne pas reproduire les erreurs du passé. Reportage de Chrysler Phillips.
la ville de Matoury présente une exposition, mais en 3 parties. La première partie, l'esclavage dans l'Antiquité et par la suite l'esclavage moderne. Vous avez une partie également qui est réservée pour permettre aux enfants de participer et assister à un film ou 2 films. Ensuite, vous avez une exposition des ouvrages permettant aux personnes qui visitent cette exposition d'avoir le nom de certains écrivains de la Guyane qui ont parlé de l'esclavage. Elle est réservée aux écoliers, mais aussi à des adultes, à tous ceux qui veulent. Même les parents peuvent venir avec les enfants. Il y a des livres pour les enfants. Elle est ouverte au public pour permettre de s'approprier son histoire et comprendre que l'esclavage n'est pas tout à fait terminé, elle est sous d'autres formes. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous rappelle tout de suite les titres que nous avons développés. Jour J-29, avant que la démission des urgentistes du Char ne soit effective, il dénonce les conditions de travail inappropriées et le manque d'effectifs. Un plan d'urgence a été mis en place pour le mois de juin. Les habitants de la Levée contestent les titres de propriété qui menacent leurs occupations. Leur avocat a déposé aujourd'hui une inscription de faux à l'encontre de ces actes de propriété. Les détails ont été développés dans ce journal. Et puis, le 10 juin 1848, l'esclavage a été aboli en Guyane et les 12 500 esclaves du territoire sont devenus des femmes et des hommes libres. Des commémorations ont eu lieu aujourd'hui, toute cette semaine, sur l'étendue du territoire. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Vous retrouvez demain Chris Phillips pour les informations locales et régionales. Très bonne soirée à vous sur ATV Guyane.